Salut, nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui nous allons parler d'un événement qui marque pour beaucoup le début de l'époque contemporaine, qui est souvent fixé aux alentours de 1814-1815. C'est le congrès de Vienne, qui est l'un des congrès les plus importants de l'histoire, qui donc se déroule du 18 septembre 1814 au 9 juin 1815. Et dans cette vidéo, nous allons voir en quoi c'est un événement majeur de l'histoire de l'Europe, en tout cas de l'histoire de l'Europe du 19e siècle. Mais avant cela, faisons un peu de contexte. Nous sortons d'une période troublée avec la Révolution qui a touché la France de 1789 à 1799. a renversé le roi Bourbon Louis XVI, qui était issu de la famille des Capétiens qui régnait sur la France depuis presque 800 ans à peu près. Événement qui a pas mal bouleversé la société française. Si vous voulez revenir plus en profondeur sur la Révolution française, je vous conseille la série de vidéos d'Estonie sur le sujet, où il rentre bien en détail sur l'histoire de la Révolution. Bien plus qu'on ne le ferait et de manière bien plus talentueuse qu'on ne pourrait le faire, je pense. Donc je vous mettrai les liens en description et peut-être en annotation, vous verrez. Et les perturbations ne s'arrêtèrent pas là, puisque quelques années plus tard, le jeune général des armées révolutionnaires, Napoléon Bonaparte, se proclame empereur des Français en 1804, après avoir déjà commencé à prendre le pouvoir quelques années auparavant, et entreprend un vaste projet de conquête de l'Europe, Au prix de guerres incessantes qui, certes, se montrèrent victorieuses et lui permirent de s'emparer d'une bonne partie de l'Europe, mais qui le conduisirent à se mettre à dos tous les grands dirigeants européens qui cherchent à éliminer cette menace. Et ils finirent par y arriver et forcèrent Napoléon à abdiquer le 6 avril 1814. Donc c'est dans ce contexte troublé, avec une France qui a perdu la guerre, avec une Europe complètement désorganisée, des pays qui ont été envahis, des dynasties renversées, des frontières modifiées. Il s'agit de remettre toute cette situation à plat afin de mettre en place une situation plus stable. Donc il s'agit de discuter des frontières des pays européens, d'essayer de garantir une paix durable, mais également discuter de sujets de société, par exemple l'esclavage, qui sera débattu durant ce congrès. Pendant le congrès, la France est occupée par les pays vainqueurs. On trouve au nord les Britanniques, les Prussiens et les Russes, à l'est les Autrichiens, et d'autres États aussi se partagent des parties du territoire pour l'occuper. Il fut organisé, comme son nom l'indique, à Vienne, qui était la capitale de l'Empire d'Autriche, qui était l'une des plus grandes puissances de l'Europe, également une des grandes puissances historiques, conservatrices. C'était un pays avec une monarchie puissante, d'ancien régime, qui n'a pas été touché par les événements révolutionnaires. C'est une ville centrale en Europe. C'est également une ville importante, équipée pour recevoir un tel congrès, qui amène tout son lot de grands ambassadeurs qu'il faut loger dans de bonnes conditions, sinon ils ne sont pas contents. Donc, ce congrès réunit les principaux pays vainqueurs de la France, donc le Royaume-Uni, le Royaume de Prusse et les empires d'Autriche et de Russie. Mais également d'autres États, moins puissants mais existant en Europe aussi, participèrent à ce congrès, donc l'Espagne, le Portugal, la Suède, la Norvège, les États pontificaux, la Suisse, la Sardaigne, etc. La France, qui malgré sa défaite et son statut de pays occupé, arrive également à s'incruster à ce congrès grâce au travail de Talleyrand, mais on en reparlera plus tard, que ce soit dans cette vidéo ou dans d'autres. C'est au total près de 500 personnes qui participent à ce congrès, représentant à la fois 216 États, même si certains de ces micro-États se partagent un seul représentant, et d'obscurs groupes d'intérêt, oui, genre des lobbies en quelque sorte. Genre, il y avait peut-être Monsanto qui était déjà à l'époque, on ne sait pas. Parmi les représentants qu'on trouve à ce congrès, on retrouve Van Humboldt pour la Prusse, le tsar Alexandre Ier, seul dirigeant à participer directement au débat du Congrès, représente la Russie. Pour l'Autriche, c'est son puissant ministre des Affaires étrangères, von Metternich. Et pour l'Angleterre, on trouve le duc de Wellington. Quant à la France, qui a donc réussi à s'incruster, l'ancien ministre des Affaires étrangères, chef du gouvernement provisoire, le fameux Charles-Maurice Talleyrand de Périgord, dont, comme on vous l'a dit, on en reparlera dans une vidéo dédiée qui devra arriver dans les prochaines semaines. Ce congrès durera pas moins de 9 mois. Et comme vous pouvez vous en douter, donc, ils ne passèrent pas 9 mois sans s'arrêter à discuter et négocier. Il y eut également pas mal d'événements festifs, des fêtes somptueuses qui ne s'arrêtèrent pas pendant que Napoléon revenu pendant les 100 jours, le retour de la guerre. Les représentants continuèrent de festoyer tout autant. Il y avait également donc des grands dîners, des grands bals, des spectacles. Il y avait des manèges et des théâtres qui étaient installés, de l'opéra également. Et ce congrès fut ouvert par un grand concert donné par, pas n'importe qui,
Mais Beethoven, rien que ça. Donc globalement, il ne se faisait pas chier à ce congrès. Quant à la partie débat et discussion, il s'organisait assez peu en séance plénière avec tous les participants, mais plutôt en des réunions de commission. Donc parmi elles, il y avait les réunions des 4, qui est devenu plus tard des réunions des 5, donc qui réunissaient les vainqueurs, les grands vainqueurs, la Russie, la Prusse, l'Autriche et le Royaume-Uni, et la France, qui, comme on l'a dit, a réussi à négocier sa participation à partir de 1815. On trouve également les réunions des 8, qui donc réunissaient ces 5 pays, plus la Suède, l'Espagne et le Portugal. Et puis des commissions plus thématiques pour une session particulière, un territoire géographique, discuter d'une frontière en particulier. Donc voilà à peu près comment ça s'organisait. Et au final, après ces 9 mois d'intenses discussions et d'intenses festivités, le congrès se conclut le 9 juin 1815 avec la signature de l'acte final qui réunit l'ensemble des décisions prises lors de son congrès. Décisions dictées par les différents intérêts des pays participants, par exemple la Russie, qui cherche à s'étendre en Europe centrale en annexant la Pologne, territoire sur lequel la Prusse a également des visées. Oui, la Russie et la Prusse, déjà en 1815, cherchaient toutes les deux à s'emparer de la Pologne. Voilà. La Russie, parmi ses intérêts, a également la recherche de s'étendre vers la Méditerranée, aux dépens de l'Empire ottoman. Ce qui va déplaire aux Britanniques, qui veulent pas trop d'un nouveau concurrent en Méditerranée, puisqu'ils possédaient plusieurs territoires ici, comme Malte, et que c'est une grande puissance maritime. Donc ils vont essayer de faire obstacle aux intérêts russes, et pour cela ils vont s'allier aux Prusses. La Prusse et l'Autriche, quant à elles, se disputent le contrôle des territoires allemands, qui à ce moment-là est un ensemble territorial et géographique qui est extrêmement divisé, mais où les deux principales puissances, c'est ces deux-là, et chacune cherche à affirmer sa domination sur ce territoire. Donc ils vont s'opposer mutuellement, ce qui va faire que les Autrichiens vont favoriser les Russes en Pologne afin de faire chier les Prusses, alors que dans le même temps, ils sont alliés au Royaume-Uni contre les Russes pour le contrôle des Balkans, puisque les Russes veulent s'y étendre et que les Autrichiens considèrent que c'est leur chasse gardée. Quant aux États plus mineurs, ils vont chercher plus ou moins à survivre, à garder leur indépendance et à pas se faire bouffer par les grandes puissances. Donc l'acte final doit concilier tous ces différents intérêts. Et vu qu'en plus il fait 300 pages, on peut difficilement dire tout ce qu'il contient. Mais on peut vous donner un petit résumé. Le Royaume-Uni va conserver donc ses territoires en Méditerranée comme Malte et gagner quelques îles comme les îles Maurice ou Sainte-Lucie et la ville portuaire du Cap. Ce qui renforce sa thalassocratie, c'est-à-dire son pouvoir basé sur la mer, parce que le Royaume-Uni a toujours été une grande puissance maritime. L'Autriche, de son côté, réussit à annexer une partie de la Pologne, ainsi que l'Italie du Nord, donc la Lombardie et la Vénétie. La Prusse, de son côté, double son territoire en recevant une partie de la Pologne, de la Suède, et en annexant également plusieurs régions allemandes, comme la Rhénanie, la Saxe du Nord ou la Westphalie. De son côté, la Russie arrive à s'étendre en Finlande et récupère les 2 tiers de la Pologne en s'emparant du duché de Varsovie. Donc au final, la Pologne se retrouve partagée entre grandes puissances, ce qui était déjà à ce moment-là la 4e fois que ça lui arrivait. Donc ouais, les Polonais vraiment n'ont pas eu de chance dans l'histoire. Le territoire allemand de son côté est vachement simplifié, puisque il est séparé en 39 États différents. Donc vous allez me dire 39 États, c'est quand même compliqué, 39 pays en Allemagne quoi. Ouais, mais avant, il y en avait 350. 350 États. Donc oui, on est sur une simplification importante. Et ces États sont réunis dans la Confédération germanique, qui est dirigée par l'Autriche, mais elle a assez peu de pouvoir, se réunit assez peu et globalement, les États allemands ont une grande indépendance. Est également instaurée lors de ce congrès la neutralité de la Suisse et l'abolition de la traite négrière, ainsi qu'un traité de libre circulation fluviale. Quant à la France, Cocorico, le territoire revient à peu près à ce qu'il était en 1791, perdant des territoires comme la Belgique, Nice ou la Savoie, mais gardant l'Alsace-Moselle, ce qui est plutôt bien s'en sortir, parce qu'à la base, ce pays qui a été vaincu, qui a été en guerre contre toute l'Europe, aurait dû être complètement démantelé. Mais il y échappe, pour plusieurs raisons. Déjà, même si la France a été vaincue, le peuple français est toujours là. C'est un peuple qui a fait une révolution 20 ans plus tôt, qui a renversé son roi. On se dit que si en plus on lui retire son pays, qui est un pays assez ancien et auquel il y a quand même un sentiment national qui s'est créé, on se dit qu'il serait bien capable de refaire une révolution et ils en ont pas envie. Ils en ont marre, surtout après plus de 20 ans de conflits, quasiment ininterrompus. Les puissances européennes sont fatiguées
et préfèrent une solution de paix et de stabilité. En plus, pour certains pays comme l'Autriche ou le Royaume-Uni qui veulent une stabilité européenne, renforcer différentes puissances en leur donnant des morceaux de la France, ça risquerait de perturber l'équilibre et préfèrent maintenir un statu quo en rétablissant un Bourbon, donc rétablir en quelque sorte le retour à l'avant-révolution en France, leur paraît une meilleure solution de stabilité. De plus, la Russie, par exemple, n'a pas d'intérêt à récupérer un morceau du territoire français, c'est beaucoup trop loin, donc préfère que personne ne récupère. Et enfin, Talleyrand a quand même négocié dur et sévère lors de ce congrès pour que la France en sorte le mieux possible. Quoi qu'on pense du personnage, et vous verrez, on peut penser beaucoup de choses de ce personnage dans la vidéo dédiée, il faut reconnaître qu'à ce congrès, il a fait du bon boulot, il a géré sa mère. Mais bon, la France va quand même subir des conditions un peu plus dures après la nouvelle défaite de Napoléon après les 100 jours. Nouvelle défaite, donc ouais, nouveau coup, mais globalement, elle s'en sort bien. Le Congrès institue également l'ordre de Vienne, qui est également une politique visant à tout faire pour maintenir l'ordre, l'équilibre et la stabilité également en Europe. Cela va s'incarner à travers deux alliances différentes. La Sainte Alliance, qui réunit la Prusse, l'Autriche et la Russie, c'est à l'initiative de celle-ci, dans la Sainte Alliance du coup pour maintenir à la fois la stabilité, maintenir l'ancien régime, maintenir la culture chrétienne, lutter contre les idées libérales politiques, et en novembre 1815, et ensuite écrit la Quadruple Alliance, qui donc réunit les pays de la Sainte Alliance, mais également le Royaume-Uni, moins sur une idée conservatrice au niveau des idées politiques, elle est moins opposée au libéralisme, moins attachée aux valeurs chrétiennes, mais cherche avant tout de la stabilité. Pas de renversement brusque de régime, pas de révolution, éviter les guerres, mais qu'un pays ait des institutions plus démocratiques, plus libérales, les dérange moins, parce que le Royaume-Uni est un pays qui a une monarchie constitutionnelle et qui est en voie de libéralisation sur le plan politique. La France se rapprochera de cette alliance dès 1818, cela alors que c'était l'ennemi de ces pays avant, mais la restauration de la monarchie et le travail de persuasion de Richelieu, mais non, pas lui, l'autre là, celui-là, voilà, merci. Alors que dans le même temps, le Royaume-Uni, de plus en plus libéral sur le plan politique, va s'en éloigner. Donc, c'est un résumé à peu près. Évidemment, on n'a pas tout raconté, on n'est pas rentré dans tous les détails, hein, à moins que vous vouliez un script de 300 pages, c'est-à-dire globalement une vidéo de 10 heures. Honnêtement, j'ai pas la foi de vous la faire. Donc, on est sur un truc simplifié, mais j'espère que c'est clair, que vous avez appris des choses. S'il y a des choses que vous n'avez pas comprises, n'hésitez pas à poser des questions. Et avant de terminer cette vidéo, voyons voir un peu quelles ont été les conséquences de ce congrès. Il a posé les bases géographiques et géopolitiques de l'Europe du XIXe siècle, a été à l'origine de certains événements importants de cette période, comme le printemps des peuples, dont il est une raison importante. En effet, ce congrès, en ne respectant pas les cohérences culturelles et historiques ainsi que les volontés populaires, va créer un sentiment de tension au sein de nombreux pays, par exemple au sein de l'Autriche, qui rassemble des Italiens, des Allemands, des Roumains, des Hongrois, des Polonais, qui chacun, dans cette Europe, dans cette période de naissance du sentiment de nationalité, cherchent à avoir leur indépendance, à se réunir également, parce que comme vous voyez, les Allemands, il y en a en Autriche, mais il y en a également dans plein d'autres pays. Les Italiens sont également séparés entre plusieurs pays, de même pour les Polonais. Donc ça va créer des tensions au sein des différents empires et des volontés de réunification qui seront donc à l'origine en partie du printemps des peuples qui secouera toute l'Europe en 1848, mais également les processus d'unification italienne et allemande qui eurent lieu durant la deuxième moitié du XIXe siècle, qui furent à l'origine de conflits entre d'un côté l'Italie et la Prusse et de l'autre côté l'Autriche. Donc là aussi un événement important du XIXe siècle et qui au final bouleversèrent l'ordre que voulait maintenir la Sainte Alliance et la Quadruple Alliance après ce congrès de Vienne. Il est également important parce qu'il est à l'origine de ce qu'on considère comme la diplomatie moderne, la diplomatie des congrès également qui prévalut durant tout le XIXe siècle, avec plusieurs autres congrès qui furent organisés. Par exemple, celui de Paris en 1856, qui mit fin à la guerre de Crimée, mettant un frein à l'expansionnisme russe, et des congrès qui eurent à Berlin également, en 1878 et en 1884-85,
qui ce dernier régla le partage et la division de l'Afrique entre les puissances européennes. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu. Si vous avez des remarques, faites-les en commentaire. Je vous invite également à partager la vidéo. Ça aide à se faire connaître et à partager l'information. Et vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait, histoire de ne rien rater de nos prochaines vidéos. Prochaine vidéo qui sera sûrement, normalement, sur donc Talleyrand, qui devrait arriver normalement la semaine prochaine, si tout va bien. Voilà, voilà. Au revoir tout le monde.